Aujourd'hui, vous avez une opportunité de dingue. Une opportunité de dingue de gagner plus sans pour autant dépenser plus en marketing ou passer plus de temps à prospecter. Et cette opportunité de dingue, c'est tout simplement de maîtriser la persuasion. Si aujourd'hui, les amis, vous êtes capable de persuader 2 fois plus de personnes en rendez-vous, en échange ou en appel, alors vous allez doubler votre chiffre d'affaires et ce sans avoir besoin, encore une fois, de dépenser plus ou même de passer plus de temps à travailler. Et c'est tout l'objectif de cette conférence, c'est de vous expliquer comment vous allez pouvoir décupler votre force de persuasion et exploser vos taux de conversion grâce au framework CDD. Qui parmi vous ont déjà vu 50 nuances degrés? Oh, il n'y en a pas beaucoup. Normalement, c'est plus. Et bien moi, je ne vais pas vous présenter 50 nuances degrés, mais 50 nuances d'objection. Vous savez, la vente commence au premier non. Beaucoup de personnes pensent que quand ils posent des questions, quand ils récitent un script, ils sont déjà en train de vendre. Mais c'est faux. La vente, elle va commencer à partir du moment où le prospect va essayer de s'échapper de la vente ou lorsqu'il va vous formuler une objection. Et c'est là qu'on va voir ce que vous avez dans le ventre. C'est là où on va voir concrètement si aujourd'hui, les commissions que vous obtenez, les ventes que vous obtenez, vous les méritez vraiment. C'est à ce moment que vous allez être capable d'aller chercher des ventes que ni vos concurrents, ni vos collègues sont capables d'aller chercher. Et mesdames et messieurs, si aujourd'hui, si à l'heure actuelle, lorsqu'un client vous dit « je dois y réfléchir » ou lorsqu'un client vous dit « c'est trop cher » ou encore « oh, je reviens vers vous d'ici quelques mois, d'ici 2 semaines » ou alors s'il vous dit « je dois en parler à ma femme, à mon mari, à mon cheval, à mon associé » ou n'importe quelle autre personne. Si aujourd'hui, à ce moment bien précis, vous ne savez pas exactement quoi répondre pour contrer ces objections, alors c'est terrible, parce que ça veut dire qu'à l'heure actuelle, vous perdez de l'argent à chaque fois que vous êtes en train de faire un échange de vente. Parce que, mesdames et messieurs, il faut que vous compreniez que les objections, elles ont coûté plus d'argent que les impôts eux-mêmes. Et pourtant, on est en France. Aujourd'hui, ça me fait plaisir que vous percutez sur ça. On a tous les mêmes douleurs. Aujourd'hui, les objections ont coûté plus d'argent que les impôts eux-mêmes. Et pourtant, c'est hyper frustrant, car avec les bonnes techniques, non seulement vous n'allez plus perdre d'argent en rencontrant des objections, mais en plus, vous allez commencer à en gagner. Parce que vous allez être capable de chercher des ventes que ni vos concurrents, encore une fois, ni vos collègues sont capables d'aller chercher. Et vous savez, on a tous des passions dans la vie. Moi, j'en ai une un peu chelou. Ça a été de trouver les techniques pour contrer les objections. Vraiment, ça a été mon obsession. J'ai tout fait aujourd'hui pour réussir à contrer les objections. J'ai essayé de devenir une ceinture noire en traitement des objections. Et donc, dans mon périple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de tout faire aujourd'hui pour comprendre quelles allaient être les techniques, quels allaient être les différents concepts que nous pouvons utiliser. Et pour ça, dans mon aventure, j'ai essayé d'analyser les meilleurs vendeurs de notre époque. Qui connaît Grant Cardone? Ah, pas tellement. Brian Tracy, ça vous dit quelque chose? Bien. Zig Ziglar, plus compliqué. Ah ouais! Eh bien écoutez, Zig Ziglar, Brian Tracy et tous ces gars, je les connais mieux que mes parents. J'ai acheté tellement de formations, j'ai lu tous leurs livres, j'ai assisté à leurs séminaires, je les connais par cœur. Et j'ai passé tellement de temps à analyser leurs méthodes, leurs techniques pour contrer les objections, qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en réalité, ils avaient tous une technique un petit peu semblable. Même s'ils ne le présentaient pas de la même façon, même s'ils n'utilisaient pas les mêmes mots pour présenter ces techniques, ils avaient une structure globale qui se ressemblait. Et donc j'ai essayé, pour moi et pour les gars qui travaillent avec moi, de la structurer de façon assez claire. Et j'ai appelé ça le framework CDD. Et donc ce framework CDD, à partir du moment où je l'ai englouti, où je l'ai pris, j'ai juste halluciné des résultats qui en sont suivis. Premièrement, j'ai explosé mes taux de conversion. J'ai multiplié par 2, par 3. Et moi, je gagnais à l'époque ma vie en vendant directement mes offres par téléphone. Et à partir du moment où j'ai compris comment traiter ces objections, comment les réfuter, immédiatement, avec le même nombre d'appels, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires. Parce que quand j'avais 1000 appels et que je faisais 10% de conversion, eh ben, immédiatement, en faisant 20%, 30%, j'ai décuplé mon chiffre d'affaires. Et ces techniques, elles ont commencé à taper dans l'œil de certaines entreprises comme Hop, Notion, Snapchat, Orange
ou encore Amazon. Et donc, j'ai commencé à partager cette méthode, ce concept CDD à ces entreprises. Et même, cette technique a attiré l'œil de quelqu'un qui est assez connu dans le monde de la vente, un certain Jordan Belfort. Vous le connaissez ? Le loup de Wall Street, le fameux, celui qui a inspiré le livre et le film, le loup de Wall Street, qui a été intrigué par cette méthode. Et donc depuis, petit flex personnel, je travaille avec Jordan Belfort. Et même si c'est une personne à l'éthique douteuse, selon moi, ça reste un bon vendeur parce que imaginez s'il avait eu un bon produit, ce qu'il aurait fait, parce que jusqu'à présent, il a vendu que des produits de, on va dire le prenne. Et donc, au-delà d'intéresser directement des entreprises, des professionnels, etc., j'ai commencé à partager cette méthode. Je l'ai partagée dans des conférences, comme celle que je suis en train de faire avec vous, et aussi, je vais commencer à la partager sur les réseaux. Et deuxième petit moment gratitude, si vous me le permettez, je suis devenu le vendeur le plus suivi de France, avec plus d'1 million d'abonnés, presque, et environ 300 millions de vues en cumulé sur tous les réseaux. Et les amis, cette philosophie de vente, je vais essayer de vous la partager dans cette conférence, de sorte à ce que, pour l'instant, vous ne voyez que la face émergée de l'iceberg sur les objections, et qu'à la fin de la conférence, de cette conférence incroyable qu'on se le dise, vous allez directement en savoir beaucoup plus sur les objections que 99% des personnes que vous connaissez. Et l'idée, ça va être donc tout simplement de vous partager en direct les 3 clés du framework CDD. Et la première clé, le premier réflexe que vous devez avoir à partir du moment où vous recevez une objection, ça va être de mettre en place la première clé, qui est tout simplement de clarifier. Les amis, mettons-nous en situation. Imaginons que vous avez un échange de vente avec un prospect, avec quelqu'un à qui vous voulez vendre, ou même que vous voulez recruter. Pour l'instant, l'appel commence, ça se passe super bien, le client il est réceptif, il vous pose des questions, il s'intéresse à ce que vous lui racontez, et donc vous commencez immédiatement à être confiant, vous vous dites « Ah ouais, c'est génial, je vais réussir à le closer, je vais réussir à lui vendre », vous commencez déjà à réfléchir au message que vous allez envoyer à votre proche ou autre pour lui dire « Ça y est, j'ai closé », et là, alors que vous pensiez filer tout droit vers la vente, malheureusement, votre prospect vous met un uppercut et vous envoie dans les cordes en vous disant « Je dois y réfléchir, c'est très intéressant, mais je reviens vers vous d'ici quelques temps ». À ce moment, c'est terrible, parce que vous savez très bien qu'il y a de grandes chances que malheureusement, suite à cette objection, votre vente rejoint le cimetière de toutes les ventes qui ont été perdues à cause de l'objection « Je dois y réfléchir ». Qui a déjà perdu une vente à cause de « Je dois y réfléchir » ici ? Ok. Qui n'a jamais perdu de vente à cause de « Je dois y réfléchir » C'est l'une des « Je dois y réfléchir » est de très loin l'une des objections qui fait le plus mal aux vendeurs. Pourtant, c'est dommage, car c'est de loin l'une des objections les plus faciles à contrer. Mon nouveau frérot, Jordan Belfort, dit que parmi toutes les objections, style « je dois y réfléchir »,« je n'ai pas le temps »,« je dois en parler à ma femme »,« c'est trop cher »,« je n'ai pas le budget » et toutes les autres objections qu'on connaît par cœur, eh bien en réalité, il se cache toujours quelque chose. C'est-à-dire que ces objections, ce ne sont que des objections écran de fumée. Mesdames et messieurs, vous devez comprendre quelque chose de simple. Vos prospects mentent. Vos prospects sont des menteurs. Et je vais aller plus loin. Vous, moi, nous sommes tous des menteurs. La semaine dernière, j'ai visité un appartement. J'essaye d'acheter un appartement en ce moment. Et je vois l'annonce, ça a l'air plutôt sympa. Et donc, c'est le propriétaire lui-même qui nous fait la visite. Et à partir du moment où je rentre dans l'appartement, je sais déjà que je ne vais pas l'acheter. Il est horrible. Il est dans un quartier qui, selon moi, perd de la valeur. Bref, je savais que je n'allais pas l'acheter. Mais le propriétaire, il était vraiment enjoué, il voulait absolument me montrer plein de choses, il était super fier de son bien. Et donc, j'ai pas osé lui dire en face que je l'aimais pas. Et donc, je lui ai menti en pleine tête en lui disant « Écoutez, c'est intéressant, je réfléchis et je reviens vers vous. » Et là, moi, vous, les prospects nous mentent. Mais c'est normal. C'est même pas qu'on essaye d'être méchant. C'est juste que des fois, on n'ose pas révéler notre véritable crainte aux yeux de la personne qui est en face de nous. Et les prospects font exactement pareil. Ainsi, vous devez comprendre que derrière toutes ces objections, style « je dois y réfléchir, je dois en parler à ma femme, c'est trop cher, j'ai besoin de temps, je n'ai pas le budget », en réalité, ce ne sont que des écrans de fumée qui dissimulent la vraie crainte du prospect. Encore une fois, moi aujourd'hui, quand j'ai dit que je devais y réfléchir, c'est juste que je n'étais pas convaincu à 200% du bien qu'il me présentait. J'avais une crainte que je n'osais pas lui dire en face. Et c'est dommage parce que ce vendeur,
Si jamais il m'avait posé des questions et qu'il avait enlevé les écrans de fumée et qu'il avait compris quelle était ma vraie crainte, comme par exemple que j'étais pas sûr que le quartier soit hyper bien, alors il aurait pu tenter de me rassurer. Mais ça, il ne pouvait pas le savoir parce qu'il m'a laissé partir avec cet écran de fumée. Alors, dans un premier temps, il faut que vous appreniez à reconnaître ces objections écran de fumée. Et en fait, il y a 3 familles, principalement. La première famille, c'est les objections liées au prix. C'est trop cher, je n'ai pas le budget, j'aurai l'argent d'ici 1 mois, promis, là je dois recevoir ma paye et ensuite je vous payerai. Ou alors, est-ce qu'il est possible d'obtenir une réduction? Est-ce que c'est possible de payer en 75 fois, s'il vous plaît, parce qu'en ce moment je suis un peu ric-rac? Bref, toutes ces objections que vous connaissez par cœur. Eh bien, vous savez quoi? Comme je viens de vous le dire, toutes ces objections, ce sont des mensonges. À partir du moment où quelqu'un vous dit que c'est trop cher, c'est faux. Je sais que ça peut paraître dingue, vous vous dites « Qu'est-ce que tu me racontes, Bastien? Évidemment, c'est factuel, si j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent. » C'est faux, c'est un mensonge. Je vous donne un exemple. Vous devez comprendre que le prix, ce n'est qu'une question de valeur perçue. Aujourd'hui, si la balance est en votre défaveur, c'est-à-dire que du point de vue du prospect, le prix que vous demandez est supérieur à la valeur qu'il pense obtenir, alors il n'achètera pas. Il se dira que ce n'est pas un bon deal, il ne le prendra pas. À l'inverse, si la balance est en votre faveur et que, au contraire, le prix que vous demandez est inférieur à la valeur perçue, alors le client achètera. Je vous donne un exemple. Imaginons que je vous vende un ticket gagnant du loto à 100 000 $. Vous avez confiance en moi, vous savez que je suis quelqu'un de très respectable, et vous savez que ce ticket de loto, ce n'est pas un faux ticket. Donc, vous êtes sûr qu'aujourd'hui, ce ticket de loto vaut 100 000 $. Et je vous propose de vous le vendre pour 10 000 $. Je peux vous jurer un truc. Vous demandez à vos proches, vous vendez votre voiture, vous faites des petits boulots pendant un certain temps, vous trouvez les 10 000 €. Vous trouvez les 10 000 € parce que vous savez très bien qu'à partir du moment où vous allez me les donner, vous allez en recevoir 100 000. Donc là, du point de vue de cette vente, la valeur perçue est supérieure au prix. Là, je vous ai donné un exemple évident, mais c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps pareil. Si le client n'achète pas et qu'il vous dit que c'est trop cher, c'est juste que selon lui, la valeur que vous allez lui apporter est inférieure au prix qu'il va donner. Donc en fait, derrière toutes ces objections écran de fumée, il y a une crainte que dissimule le prospect. C'est tout simplement « je ne suis pas sûr que le prix est inférieur à la valeur perçue car vraie raison ». Et c'est ça que vous devez trouver. Comprenez que derrière, si vous essayez de rassurer quelqu'un sur des objections écran de fumée, par exemple s'il vous dit un c'est trop cher et que là vous balancez plein d'arguments en mode mais non c'est pas cher parce que X, c'est pas cher parce que Y, c'est comme si vous aviez les yeux bandés et que vous essayez de tirer et de choper la cible. Vous n'avez aucune idée de la crainte du prospect. Vous ne savez pas pourquoi il dit que c'est trop cher. Et donc là, vous balayez, mais vous n'avez aucune chance de toucher la cible parce que vous ne savez pas exactement quelle est la crainte de ce prospect. Et donc, vous allez devoir le balayer, et je vais vous montrer juste après comment faire. Mais dans un premier temps, je vais vous donner la deuxième famille des objections écran de fumée, qui est tout simplement les objections liées au temps. Les objections liées au temps, c'est « je dois y réfléchir » ou encore « ce n'est pas le bon timing ». Envoyez-moi un email, est-ce que vous avez une petite présentation en résumé des produits que vous m'avez présentés ou autre? Ou alors encore, écoutez, je dois en parler à ma femme, ou je reviens vers vous. Bref, toutes ces objections qui ont pour objectif de faire gagner du temps aux prospects. Et bien encore une fois, ce sont des mensonges. Quelqu'un qui vous demande un peu plus de temps, c'est faux. 100% des gens qui ont dit qu'ils devaient y réfléchir n'ont jamais réfléchi. Vous vous rappelez ensuite de la personne dans 2 semaines, elle vous dit « Oui, alors là, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir, mais rappelez-moi encore dans 2 semaines. » Et là, vous pouvez faire la boucle encore et encore. L'idée, c'est qu'en fait, si la personne vous demande aujourd'hui un temps de réflexion, c'est juste qu'elle pense que votre service, votre produit ou ce que vous lui proposez est un nice et pas need. Je m'explique. L'année dernière, je voulais acheter le nouvel iPhone. Je voulais acheter le nouvel iPhone, je le trouvais hyper sympa, je me disais tiens, il y a des fonctionnalités super cool. Donc je me disais tiens, c'est cool, ça pourrait être sympa si j'achète le nouvel iPhone. Et finalement, je me suis baladé 2-3 fois dans les Apple Store, à chaque fois je trouvais que c'était intéressant de l'acheter, mais je l'ai jamais acheté. Je me suis toujours dit bon, c'est cool, mais je vais y réfléchir, je vais voir si je le rachète la semaine prochaine, etc. Et je l'ai jamais acheté. Parce que c'était un nice, c'est-à-dire que c'était cool, mais j'en avais pas un besoin fondamental.
À l'inverse, semaine dernière, je suis au téléphone avec un prospect que je suis sûr de pouvoir closer, et alors que j'avais 50% de batterie, mon portable il crache. Il crache directement et nos fréquences, plus de prospects, et ça fait une semaine que je galère à le rappeler. D'ailleurs, Edouard, si vous voyez ce message, rappelez-moi s'il vous plaît. Je vous jure, je suis sûr qu'on peut faire des trucs incroyables ensemble. Et le problème, c'est que donc là, mon portable s'est éteint, et donc cette fois-ci, c'est pas juste cool de racheter un iPhone. J'en ai un besoin fondamental. J'ai besoin de racheter le nouvel iPhone. Et donc, dès que je sors de la conférence, je file au Apple Store de Marseille, je rentre à Marseille et je m'achète un iPhone. Donc, vous voyez, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, si un client, un prospect, n'importe qui vous dit qu'il doit y réfléchir, derrière les écrans de fumée de ces objections, la véritable crainte qui se dissimule, c'est « je ne suis pas sûr que cet achat soit une priorité, car vraie raison ». Et c'est ça que vous devez trouver. Vous devez trouver la vraie raison derrière cette objection et derrière cet écran de fumée. Troisième et dernière famille des objections écran de fumée, nous avons les objections concurrents ou tierces personnes. Ces objections, elles vont se caractériser par exemple, qu'avez-vous de plus que les autres? Ou encore, pourquoi vous plutôt que vos concurrents? Ou encore, comment m'assurer que ce n'est pas de la publicité mensongère? Pourquoi je devrais vous croire vous? J'ai vu sur un site que c'était un système pyramidal ou autre. Bref, toutes ces objections qui appellent une tierce personne. Et en fait, c'est hyper paradoxal, c'est hyper compliqué de gérer ces objections parce que malgré le fait que c'est parfois le prospect lui-même qui vous dit « Pourquoi je devrais vous faire confiance à vous alors que j'ai déjà travaillé avec un de vos concurrents qui m'a arnaqué ?» C'est hyper paradoxal, mais même si c'est lui qui vous le demande, eh ben, en réalité, il ne va pas croire un traître mot de ce que vous lui racontez. Exemple, imaginons que vous êtes fait arnaquer en achetant une formation en ligne et que vous êtes face à moi et que je veux vous convaincre de rejoindre ma formation. Vous allez me dire « Pourquoi est-ce que je te ferai confiance à toi, Bastien ?» Et là, je vais vous dire « Mais tu rigoles, pas me faire confiance à moi, mais moi j'ai autant de clients dans ma boîte, j'ai telle certification, on a aidé plein de personnes, bla 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 bla. » Qu'est-ce que vous allez vous dire? Évidemment qu'il me dit ça, il veut me faire acheter son truc, il veut me convaincre. Donc, vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire, vous allez en douter. Et c'est tout le paradoxe, parce que c'est pourtant vous qui me l'avez demandé, mais je vous avais dit que je suis mort. Et malgré le fait que ce soit vous qui me l'avez demandé, eh bien, vous allez douter de ma parole. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est que derrière toutes ces objections, comme qu'avez-vous de plus que les autres, pourquoi vous plutôt que vos concurrents, comment m'assurer que ce n'est pas une publicité mensongère, pourquoi je devrais vous croire vous ou autre, se cache une crainte assez simple qui est « je ne suis pas sûr ». Merci. Le service est fantastique ici. Je fais une petite pause boisson. Racontez-vous votre semaine si vous avez envie. Ah, potion magique, c'est parfait. Ainsi, l'idée c'est que aujourd'hui, si jamais votre client vous demande donne à cette troisième famille d'objections, il va juste vous dire « Je ne suis pas sûr que vous êtes la bonne personne / entreprise parce que, vraie raison, parce que j'ai lu quelque part sur Internet que vous étiez un système pyramidal, parce que j'ai vu quelque part sur Internet que y avait des gens qui n'étaient pas contents. » Bref, vous devez comprendre cette vraie raison. Ainsi, les amis, je veux que vous compreniez. Et si vous devez retenir une seule chose de cette conférence, je veux, s'il vous plaît, que maintenant, à partir du moment où vous repérez ces objections écran de fumée, que vous me sortez immédiatement votre souffleur, votre bazooka, et que vous soufflez directement ces objections pour trouver la vraie raison grâce à la première lettre du framework CDD, qui est tout simplement de clarifier. Les amis, si aujourd'hui un vendeur vous dit qu'il arrive à convaincre 100% des personnes d'acheter, c'est un menteur. On ne peut pas convertir 100% des personnes, c'est complètement faux. En revanche, je ne veux plus jamais que vous laissez partir un prospect sans avoir connaissance de sa vraie crainte. Parce que si vous n'avez pas une vision claire de sa crainte, et comment vous voulez réussir à le convaincre d'acheter? C'est impossible. Donc, s'il vous plaît, faisons-nous une promesse tous ensemble. Plus jamais vous laisserez partir un client sans avoir une vision claire de sa crainte. Parce que, encore une fois, vous n'avez aucune chance de convaincre quelqu'un si vous n'avez pas une vision claire de sa crainte.
Les amis, comprenez qu'aujourd'hui, 99% des objections sont des objections écran de fumée qui dissimulent une crainte. Et l'idée, vous devez essayer donc de balayer ces objections écran de fumée, car vous ne pouvez pas rassurer votre prospect si vous ne connaissez pas sa crainte. Alors comment faire? Je vais vous expliquer maintenant comment concrètement balayer, que vous avez besoin de connaître la crainte exacte du prospect. Je vous ai appris à reconnaître les objections écran de fumée, mais comment est-ce qu'on peut faire pour balayer ces objections écran de fumée? Rien de plus simple. Il y a plusieurs techniques que on utilise, que moi perso, il y en a, je les utilise et je les fais tel un réflexe animal. J'écoute même pas la personne, je fais directement la technique et que vous aussi, vous allez devoir mettre en place. Alors la première technique, c'est l'une de mes préférées. Je l'ai piquée à Jordan Belfort, le loup de Wall Street. C'est une technique qui marche, peu importe l'objection que vous avez en face. Et c'est elle que je sors tel un réflexe animal. Imaginons, l'appel se passe bien, on échange avec le prospect, et là, il me met son écran de fumée et il me dit « je dois y réfléchir ». Alors là, je vais sortir immédiatement mon souffleur et avec la première lettre du framework CDD, je vais clarifier son objection. Je vais comprendre quelle est la crainte qu'elle dissimule en lui disant tout simplement « Ok John, mais concrètement, qu'est-ce que vous pensez de ma proposition? Vous la trouvez intéressante ?» C'est tout simple. Mais immédiatement, rien qu'en disant ça, sans augmenter la pression de l'appel, sans augmenter la résistance du prospect, je vais faire baisser l'écran de fumée et il peut par exemple me répondre « Écoutez, c'est très intéressant, mais vraie raison. Mais j'ai entendu quelqu'un qui parlait en mal de vous. Mais je suis pas sûr à 100% que ça peut fonctionner pour moi. Mais j'ai peur que le quartier dans lequel on se trouve perde de la valeur. » C'est tout simple, mais rien qu'en posant cette question, je peux réussir à clarifier l'objection de mon prospect. Et ce qui est génial, c'est que ça marche avec n'importe quelle objection. Regardez. Allez, on refait monter l'écran de fumée. Hop. Imaginons que le prospect me dit « je dois en parler à ma femme ». Là, qu'est-ce que vous allez faire? Hop. Ok John, mais concrètement, qu'est-ce que vous pensez de mon offre? Vous la trouvez intéressante? Et là, hop, il peut directement me dire « écoutez, c'est très intéressant, mais vraie raison ». Ça marche avec toutes les objections. Regardez, je vous en sors une deuxième. Imaginons que mon prospect me dise « votre offre est trop chère ». Ok John, mais concrètement, qu'est-ce que vous pensez de mon offre? Et directement, le prospect va me dire « écoutez, c'est très intéressant, mais vraie raison ». Peu importe l'objection que votre prospect va vous formuler, simplement en lui demandant ce qu'il a pensé de l'offre, il peut de lui-même, tout simplement, vous dire sa vraie crainte. C'est tout bête, ça n'augmente pas la résistance, vous le sortez immédiatement suite à la première objection, et immédiatement, en tout cas, vous allez plus loin que 99% des personnes qui lui auraient juste dit « écoutez, ok, allez réfléchir et vous revenez vers moi ». Sauf que, évidemment, il ne serait jamais revenu. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que l'objectif, c'est ce que toujours mon frérot Jordan Belfort appelle une boucle. Une boucle, c'est très simple. L'idée, c'est que vous devez comprendre que toutes les ventes sont exactement les mêmes. Toutes commencent à un point A, qui est le début de la vente, et toutes terminent à un point B, qui est la fin de la vente. Peu importe que vous soyez par un DM, Instagram, Facebook, que vous soyez dans un rendez-vous physique ou au téléphone, toutes les ventes sont exactement les mêmes et toutes fonctionnent exactement de la même façon. Et elles sont toutes, représentées par une ligne droite. Et l'idée, c'est très simple, c'est de le faire avancer en lui posant des questions pour qu'il achète. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Dans la grande majorité des cas, le prospect, il va commencer donc à avancer dans l'appel, et ensuite, il va essayer de s'échapper avec, par exemple, écoutez, je dois y réfléchir, je reviens vers vous, ou toutes les objections écran de fumée qu'on vient de voir. Et donc là, à ce moment-là, votre objectif, c'est de boucler. Ça va être de faire une boucle en donnant, par exemple, la fameuse phrase « Ok John, mais concrètement, qu'est-ce que vous en pensez ?» pour qu'il vous donne, directement sa vraie crainte. Et en tout cas, à partir de ce moment, déjà, il a bouclé et il est revenu dans la vente. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que rien qu'en faisant ça, vous augmentez immédiatement vos chances de vendre. Dites-vous que tous les concurrents qui n'ont pas eu l'énorme chance de voir cette conférence, eux, ils auraient laissé partir le prospect. Et donc là, vous avez déjà plus de chances que la majorité des personnes de le convertir. Alors, il y a plusieurs techniques pour faire des boucles, parce que évidemment, cette technique « Ok John, mais concrètement, qu'est-ce que vous pensez de l'offre ?» elle peut fonctionner dans beaucoup de cas, mais après, il y a des prospects un peu plus récalcitrants qui vont vous formuler d'autres objections. Et donc, voilà des exemples pour les contrer.
Imaginons qu'un prospect vous dit « Écoutez, c'est intéressant, je dois y réfléchir, est-ce que vous pouvez m'envoyer un email ?» Et bien là, rien de plus simple, vous allez dire « Alors, je peux, John, mais est-ce qu'il y a une information que vous espériez trouver dans l'échange que je ne vous ai pas donnée ?» Immédiatement, boucle. Alors que le prospect allait partir, vous l'avez fait revenir. Et là, il va avoir une chance de clarifier sa crainte. Autre exemple, imaginons que le prospect vous dise « Écoutez, j'ai besoin de prendre un petit peu de temps avant de vous donner une réponse. » Ok. John, dites-moi si je me trompe, mais ce dont vous avez besoin en réalité, ce n'est pas de plus de temps, mais plus d'informations. Alors, est-ce qu'il y a une information que je ne vous ai pas donnée durant l'appel que vous espériez trouver? Boum! Directement, ça boucle et il revient, et on vous lui donne une chance de clarifier sa véritable crainte. L'idée, c'est qu'il est primordial de clarifier la crainte qui pousse le prospect à demander un temps de réflexion en faisant une boucle. Je vous le répète, vous avez interdiction de laisser partir un prospect tant que vous n'avez pas clarifié sa crainte. Alors, imaginons que votre prospect vous dit « votre offre est trop chère ». Ce que vous pouvez faire, c'est « Ok John, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous lui dites qu'elle est trop chère? Pourquoi vous trouvez aujourd'hui que la valeur de mon produit est inférieure au prix que je demande ?» Laissez-lui une chance de justifier sa crainte, et comme ça, vous pourrez potentiellement le rassurer s'il se trompe et si sa crainte n'est pas fondée. Imaginons que votre prospect vous dit « Est-ce qu'il serait possible d'obtenir une réduction ?» Ça, je l'adore, cette phrase. Parce que déjà, vous devez comprendre que 100%, allez, 80% des gens qui vous demandent une réduction ont déjà pris leur décision d'acheter et ils essayent juste de gratter dans les derniers moments en se disant « Tiens, allez, j'ai envie de l'acheter, mais est-ce que c'est possible d'avoir 20% ?» On l'a tous fait, arrêtez. Moi, je le fais souvent. Et qu'ils me disent oui ou non, généralement, j'achète quand même. Et moi, il y a une phrase que j'adore répondre à ça, pour ne pas frustrer le prospect, mais ne pas lui concéder son objection. C'est tout simplement lui dire « Écoutez John, malheureusement, vis-à-vis des autres clients et de la valeur de mon produit, je ne peux pas vous faire de réduction. En revanche, je peux m'engager à vous offrir bonus si vous rejoignez dès maintenant l'aventure. Qu'en pensez-vous » Réfléchissez à un bonus simple, quelque chose que vous pouvez faire. Moi, par exemple, c'était un tout petit accompagnement bonus de 30 minutes. Mais j'ai des clients qui ont enregistré une mini-formation en ligne de 1 heure et qui la proposent immédiatement à toutes les personnes qui leur sortent cette objection. C'est un petit bonus, mais au moins, vous conservez la valeur, le prix que vous voulez demander, mais vous jouez sur la valeur. N'oubliez jamais qu'on ne négocie jamais sur le prix, mais sur la valeur de votre produit. Alors parfois, vous pouvez avoir des prospects un peu plus récalcitrants. Vous savez, c'est des prospects qui vont enchaîner les différentes objections. Ils vont donner tout le panel d'objections écran de fumée. Et donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est vous accrocher et boucler jusqu'à ce qu'ils vous révèlent leur véritable crainte. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez un prospect qui vous dit « Écoutez, merci pour toutes ces informations, je reviens vers vous. » Votre réflexe animal. « Ok Sophie, c'est top, mais concrètement, qu'est-ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés ?» Là, peut-être qu'elle va résister et elle va maintenir l'écran de fumée. Elle va me dire « Écoutez, il m'intéresse, je vais y réfléchir. » Génial. Et est-ce qu'il y a une information que vous espérez obtenir durant l'échange que je ne vous ai pas donnée? Non, c'est juste que j'ai besoin d'aller voir plus en détail, comparer ce que font les autres. Comparer ce que font les autres, c'est une objection écran de fumée, mais alors, tout ce qu'il y a de plus facile. Et là, vous allez pouvoir continuer en lui disant « D'accord, vous avez totalement raison, c'est important de bien se renseigner, mais qu'espérez-vous trouver chez les autres que vous n'avez pas trouvé chez nous ?» Et là, on peut espérer que, par exemple, elle nous révèle enfin sa vraie crainte qui est « Non, mais voilà, c'est juste que, j'ai une peau un peu compliquée et donc je dois m'assurer que vos produits peuvent me convenir. » Vous voyez, peu importe la crainte qu'il dissimule. Ça, si on n'en a aucune idée, ça sert à rien d'essayer de rassurer la personne dans le vent. On doit comprendre quelle est sa véritable objection et c'est notre seul moyen aujourd'hui de réussir à contourner cette objection. Donc, les amis, l'idée est simple. À chaque fois que le prospect va essayer de s'échapper en formulant une objection liée au temps, à l'argent ou peu importe, vous allez devoir immédiatement utiliser la première étape du framework CDD en clarifiant cette objection écran de fumée et comprendre quelle est la crainte qu'elle dissimule. Et à partir du moment où on a la vraie crainte, là j'adore, parce qu'il y a deux écoles qui s'affrontent et vous allez voir, je suis beaucoup plus favorable à l'une de ces deux écoles. Les mauvais vendeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Quand ils vont avoir la vraie crainte du prospect, ils vont foncer dessus pour essayer de le rassurer. Ils vont dire « Bah attends, mais tu rigoles, mes produits sont parfaits pour ta peau, au contraire, vas-y, fonce, tu fais-moi confiance, achète ce produit ». Ou alors ils vont lui dire « Mais comment ça, le quartier perd de la valeur ?» Pas du tout, regardez, le quartier il perd pas de valeur, au contraire, il en gagne, on est à 10%. Sauf que ça, les amis, c'est l'une des erreurs les plus typiques, parce que vous avez déjà multiplié les boucles, vous avez déjà contourné plusieurs objections, la pression est à son comble. Et donc si malheureusement là, vous foncez pour essayer de démonter la crainte de votre prospect, et bien là vous pouvez complètement le braquer et le perdre. Ainsi, ce que vous allez plutôt faire, c'est de mettre en place la deuxième étape du framework CDD, qui va tout simplement être de discuter. Qu'est-ce que j'entends par discuter ? Je vais vous révéler quelque chose d'autre, de formidable sur les prospects. C'est qu'ils ne sont pas idiots. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais ils ne sont pas du tout idiots. Ils savent exactement ce que vous essayez de faire quand vous êtes dans un appel avec eux. Ils savent très bien que votre objectif, c'est de vendre. Ils savent très bien que vous allez dire tout votre possible pour les convaincre d'acheter. Ils le savent. Et ça, c'est un gros problème. Je vous donne un exemple. Imaginons que, voilà, l'appel commence, le prospect s'échappe, il dit qu'il doit y réfléchir, vous utilisez la première étape pour clarifier, et vous lui dites « Ok John, mais concrètement, qu'est-ce que vous en pensez dans l'ensemble de l'offre ?» Il va vous dire « Écoutez, c'est intéressant, mais voilà, je ne sais pas si votre offre peut fonctionner pour moi. » Et bien là, encore une fois, le mauvais vendeur lui aurait dit « Oh si John, faites-moi confiance, ce produit est parfait pour vous. » Sauf que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il va douter de votre sincérité, et donc la pression et la résistance de l'appel va être à son apogée. Là, ça va être mais terrible. Vous avez déjà démonté ses objections, et le prospect va tout faire pour essayer de s'échapper. Il va se braquer et vous allez perdre la vente. Voilà pourquoi le bon vendeur, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va mettre en place la deuxième étape du framework CDD et il va donc essayer de discuter avec le prospect. Vous allez devoir mettre vos habits de détective. Vous avez vu, ils me vont super bien, donc ils vous iront bien à vous aussi. Et en mettant vos habits de détective, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement de comprendre ce qu'on appelle l'épiphanie de la crainte. De comprendre d'où ça lui vient. D'où lui vient cette crainte qu'il est en train de vous formuler sous vos yeux. Imaginons que le prospect vient de vous dire « Écoutez, je ne suis pas sûr que votre produit peut me convenir. » Là, vous devez être obsédé en vous disant « Mais pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui il n'est pas persuadé que mon offre peut lui convenir ? Qu'est-ce qu'il a vécu ? Qu'est-ce qui l'amène à cette réflexion ?» Et là, l'idée, c'est d'utiliser une technique que j'adore, qui s'appelle le tea time. Qu'est-ce que le tea time ? L'idée, c'est de comprendre que vous allez devoir vous intéresser à l'histoire de votre prospect. Vous allez en fait, comme si vous étiez autour d'une tasse de thé, vous allez discuter avec votre prospect pour essayer de comprendre concrètement d'où lui vient sa crainte. Vous devez pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute active, c'est d'écouter pendant 80% du temps et parler simplement pendant 20%. Vous savez, il y a un dicton que j'adore en vente qui dit « Le mauvais vendeur a réponse à tout, le bon vendeur a question à tout ». Vous devez uniquement poser des questions. Vous devez vous intéresser à lui et vous intéresser sincèrement pour comprendre vraiment mais d'où lui vient cette idée. Vous savez, ça va créer un climat de confiance avec votre prospect parce que il y a une phrase, moi, qui m'obsède, c'est « les gens adorent parler d'eux ». Quand j'ai été au collège, mes parents ont déménagé, et donc j'ai dû changer d'école, et à un moment, je suis donc arrivé dans un nouveau collège, et j'ai été terrorisé à l'idée de ne pas me faire de potes. J'avais peur d'être tout seul, de manger tout seul, de jouer tout seul à la récré. Et donc, le jour J, le jour de la rentrée, sur le chemin de l'école, j'en ai parlé à mon père. Et je lui ai dit que j'avais peur. Et il m'a donné un conseil qui est fantastique pour se faire des amis et que, en fait, j'ai compris que j'allais l'utiliser aussi pour vendre et que, encore aujourd'hui, j'utilise. C'est tout simplement qu'il m'a expliqué qu'aujourd'hui, pour être intéressant, pour être même charismatique auprès des autres, il faut tout simplement s'intéresser à eux. Et ça me fait toujours super rire parce que je me rappelle encore quand je faisais ça, quand je posais des questions, quand je parlais avec des nouvelles personnes, moi, j'avais limite pas dit un seul mot. Simplement, je posais des questions et c'était l'autre qui me racontait sa vie. Et à la fin, il me disait « Putain, en tout cas, toi, t'es super sympa. » Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Évidemment que je suis super sympa. J'en ai pas placé une, je t'ai laissé parler. Et en fait, vous, moi, on adore parler de nous. On adore parler de nous.
C'est hyper égocentrique. De faire des conférences, c'est juste que je prends un kiff monumental à vous raconter ma vie. On adore parler de nous. C'est un bonheur. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que les gens qui nous écoutent, on a envie de leur faire plus facilement confiance. Parce qu'on sent vraiment que vous êtes là pour nous et que vous êtes sincèrement là pour nous écouter. Et donc, ça va créer un climat de confiance et ça peut carrément nous aider à vendre. Parce que dans un contexte où on vient de faire monter la pression comme pas possible, on vient d'augmenter la résistance en traitant les objections, et bien là, simplement en s'intéressant vraiment à l'histoire de notre prospect, on peut commencer à faire baisser la pression. Et l'idée en plus qui est géniale, c'est qu'en vous intéressant à votre prospect de la façon la plus sincère possible, vraiment faites-le sincèrement. Ne le faites pas juste parce qu'il faut le faire pour vendre, faites-le sincèrement. Et vous allez avoir des informations que peut-être le prospect ne partage pas avec ses proches amis ou même sa famille. Vous savez, j'ai un nombre incalculable de personnes qui, alors qu'on ne se connaissait pas au début, m'avouent des choses mais terribles sur eux. Ils me parlent de divorce, ils me disent qu'ils veulent quitter leur conjoint ou leur conjointe. Ils m'expliquent que voilà, ils ont divorcé, qu'ils n'ont pas la garde des enfants. Ils me partagent des fois des choses mais de dingue que je n'aurais jamais cru possible de partager avec quelqu'un qu'on connaît depuis 30 minutes. Mais en s'intéressant sincèrement à nous, très peu de personnes finalement qui prennent le temps dans la vie de tous les jours de nous s'intéresser à nous. Quelle est la dernière personne qui est venue vous voir et qui vous a vraiment posé des questions pour vraiment s'intéresser à vous? Alors quand un vendeur le fait, même si c'est un vendeur, on a envie des fois de vider notre sac. Et donc dans ces moments, il faut que ce soit sincère encore une fois parce que le prospect va se livrer à vous, mais c'est dans ce moment du key time où parfois il va vous donner plein d'informations et il va aussi vous donner des angles potentiels d'attaque pour vous. Parce que ce moment a tout simplement pour objectif de voir si la crainte de votre prospect est fondée ou non. À vous de voir où vous mettez l'éthique. Moi, je m'interdis d'accompagner quelqu'un que je ne pense pas sincèrement pouvoir aider, parce que au-delà du côté éthique, en plus c'est une galère à gérer, parce qu'un client pas satisfait, ça prend du temps et autres. Et donc, dans cette phase, moi, je veux qualifier le prospect pour être sûr, en effet, que ce que je lui propose est fait pour lui. Il y en a qui même s'ils n'en sont pas convaincus, à partir du moment où ils ont des informations, des angles d'attaque pour convertir le prospect, ils s'en servent. À vous de voir où vous les mettre, mais normalement, cette phase a pour objectif uniquement de savoir si, en effet, la crainte de votre prospect est fondée ou pas. Et encore une fois, ceci va vous permettre de trouver votre angle d'attaque. Si on revient sur l'exemple de l'agent immobilier, à qui j'ai gentiment menti pour m'échapper de l'appel, s'il m'avait posé des questions et qu'il avait compris que moi, ma crainte, c'était que je pensais que le quartier n'était pas du tout un bon quartier, il avait compris ma crainte et qu'il s'avérait que je me trompais, qu'il connaissait mieux que moi, que j'avais vu des mauvaises informations, alors il aurait eu une chance de me rassurer. Mais ça, il ne le saura jamais. Encore une fois, je suis parti. Salut à toi, agent immobilier, si tu nous regardes. Donc les amis, vous devez comprendre qu'à partir du moment où votre prospect vous révèle sa véritable crainte, vous devez être obsédé à l'idée de comprendre d'où lui vient cette crainte. Exemple, si jamais le client vous dit « Écoutez, je ne suis pas sûr que votre produit soit fait pour moi, mais qu'est-ce qui vous fait penser ceci ?» « Eh bien écoutez, j'ai eu une mauvaise expérience dans le passé avec un produit similaire ou autre. »« Ah, génial. Est-ce que vous pouvez me raconter ?» Demandez-lui exactement comme un ami le ferait. Intéressez-vous à lui. Vous êtes dans un café en train de siroter une tasse avec lui et vous avez envie de savoir sincèrement ce qui lui est arrivé. S'il a eu une mésaventure, mais qu'il vous le raconte, qu'il vous en parle. Il sera super content de vous le raconter, vous verrez, et vous, ça vous aidera. Avoir une vision claire de la crainte de votre prospect et de son origine est essentiel avant de passer à la dernière étape du framework CDD, qui va être tout simplement la clé numéro 3, démonter l'objection. On récapitule. Le C, vous devez clarifier la crainte. Vous devez comprendre qu'est-ce qui se cache et qu'est-ce qui le chagrine derrière cet écran de fumée. Deuxième étape, vous devez discuter avec votre prospect pour comprendre d'où lui vient cette crainte, si elle est justifiée ou non. Et maintenant, une fois qu'on a une vision parfaite de la crainte, on va pouvoir la démonter. Voici un concept ultime sur la vente. Je l'ai encadré dans mon bureau et je vous conseille d'en faire de même. L'idée, c'est que les gens adorent acheter, mais ils détestent avoir le sentiment d'être vendus. Je répète, les gens adorent acheter, mais ils détestent avoir le sentiment d'être vendus.
Il y a 6-7 mois, avec Manon, ma copine, on est allé à Marrakech. On est allé à Marrakech et on se baladait tranquillement. Et à un moment, je passe à côté d'un shop et je vois un magnifique tapis berbère. Mais vraiment, un magnifique tapis berbère. Je le voyais déjà dans ma cuisine, dans mon salon, pardon, la cuisine, ça va être un peu bizarre. Je le voyais déjà dans mon salon. Et j'appelle Manon et elle, comme moi, elle tombe in love de ce tapis. On commence même à réfléchir, à se dire, bon, on est venu en avion, comment est-ce qu'on peut le ramener, bref. Et à un moment donné, le vendeur, qui était pourtant caché dans l'arrière-boutique, commence à sortir, et là, il nous saute dessus. Il nous saute dessus et il commence à nous dire « Ah mais ce tapis, il est parfait pour vous. Écoutez, vu que vous êtes des amis, je vais vous faire un bon prix. Écoutez, allez, franchement, mais génial, il en reste plus que un, mais je vous le donne, je vous le donne. » Bref, il commence à m'attaquer et à me sortir tout un baratin de vente. Et le truc, c'est que moi, j'étais chaud à l'idée d'acheter ce tapis. Mais quand je l'ai vu avec ces grosses ficelles de manipulation et d'essayer de me forcer à l'acheter, j'ai fait 15 pas en arrière. Et au final, je lui ai dit « Bon, écoute mon ami, je réfléchis, on fait un tour et je reviens vers toi. » Je n'ai jamais acheté de tapis berbère et il n'y en a ni dans mon salon, ni dans ma cuisine. Vous devez comprendre que, pour parler franchement, on n'aime pas être pris pour des cons. On n'aime pas quand il y a un vendeur qui pense avoir une influence sur nous. On n'aime pas quand il y a un gars qui se croit plus intelligent que nous. En psychologie, on dit que tout ce que nous le faisons pour prendre en statut. Le statut social. On le fait, aujourd'hui, si j'achète une belle voiture, c'est pour montrer à mon beau-frère que j'ai mieux réussi que lui. Si à l'inverse, je n'ai pas une belle voiture, je vais perdre en statut. Vous voyez ? Et l'idée, en fait, c'est qu'on fait tout aujourd'hui pour le statut, pour acquérir du statut. Et donc, si jamais un vendeur essaie un petit peu de nous prendre pour un bébête, eh ben, ça va nous faire perdre du statut. On a l'impression d'être en dessous de lui. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, les gens adorent acheter. On adore acheter. Moi, l'iPhone que je vous ai dit, je vais être trop content de l'acheter, je vais être trop content de l'utiliser ou autre. Mais on déteste avoir le sentiment d'être vendu. Ainsi, toute la complexité, ça va être de démonter l'objection sans pour autant essayer de prendre un peu le prospect pour un bébête. Et pour ça, vous devez comprendre qu'il y a simplement 3 choses qui doivent sortir de votre bouche dans un échange de vente. Le premier, on l'a déjà vu, c'est les questions. Les questions, ça va être dans la phase de découverte, ça va être quand vous allez poser des questions pour clarifier les objections écran de fumée, vous allez vous intéresser à lui, vous allez lui poser des questions uniquement. La deuxième chose qui doit sortir de votre bouche, c'est des reformulations. Et ça, on va un petit peu rentrer en détail. Il y a une énième chose, un énième secret que vous devez comprendre sur vos prospects. C'est qu'ils ne vont pas croire un traître mot de ce que vous leur racontez. Encore une fois, ils savent que vous êtes un vendeur, ils savent que vous essayez de vendre, et pour pas avoir le sentiment d'être vendu, il faut comprendre que eux, ils ne vont pas croire un traître mot de ce que vous leur racontez, mais ils vont croire ce que eux, ils disent. Qui connaît Chris Voss ? Ah, il n'est pas connu. Chris Voss, c'est un ancien négociateur du FBI. Il a fait un livre que je vous recommande qui s'appelle Never Split the Difference, avec mon superbe accent anglais. Et je vous recommande d'aller le lire, il est incroyable, et il donne plein de techniques de négociation qu'il utilisait au FBI. Et l'une des techniques qu'il présente, c'est la technique de la reformulation. En fait, Chris Voss, il a rejoint le FBI à un moment où le FBI et même la ville de New York, il me semble, avait un gros problème, c'est que le nombre de braquages avait explosé et il y avait beaucoup de braquages qui tournaient mal parce que c'était des braqueurs qui finalement se retrouvaient enfermés dans le magasin, ils prenaient des otages et donc malheureusement souvent ça se terminait mal parce que le FBI à l'époque, ils n'avaient pas de négociateurs et donc ils disaient tu sors sinon on rentre, et ils rentraient et malheureusement il y avait souvent des pertes civiles à ce moment-là. Et donc lui, il est arrivé et il a mis en place toute une technique qui permettait directement d'essayer de passer par la voie plus diplomatique et au lieu de passer en force, il essayait de convaincre les braqueurs de se rendre. Il avait une technique qui était assez incroyable, c'est que dans la phase de questions, il posait plein de questions de sorte à ce que le braqueur en dise un maximum et il espérait par exemple à un moment que le braqueur dise « Oh mais vous savez, moi je suis pas un assassin ». Moi, je suis pas un assassin, je suis juste un père de famille qui a besoin de nourrir ses enfants. Et donc, si je fais ça, c'est uniquement pour nourrir mes enfants, mais je suis pas un assassin. Et en fait, à ce moment-là, Chris Voss, il répétait ce que le gars avait dit. Il lui disait « Mais je sais, Richard, que vous n'êtes pas un assassin. » Ça, c'est ce qu'on appelle l'étiquetage.
L'étiquetage, c'est quand vous collez une étiquette dans le cerveau de votre prospect. Vous lui dites « je sais que tu n'es pas un assassin ». Vous collez une étiquette et le braqueur, vous lui avez répété, vous lui avez dit que ce n'était pas un assassin. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ensuite, donc, malheureusement, les braqueurs ne se rendaient pas immédiatement. Il y avait plusieurs temps, des heures, et malheureusement, avec la fatigue, avec tout ce qu'on peut imaginer, parfois ça dégénérait un petit peu. Et le braqueur, il commençait à dire « si vous ne me laissez pas sortir, moi je tue tout le monde ou autre ». Et là, à ce moment, Chris Voss, il reformulait ce que précédemment il lui avait dit, et il lui disait « non Richard, je sais que vous ne ferez pas ça, parce que je sais que vous n'êtes pas un assassin ». Ça peut paraître futile, mais dans notre cerveau, on a un biais psychologique qui s'appelle le biais de cohérence. L'idée, c'est que l'être humain ne supporte pas aller à l'encontre de ses propres actes ou de ses propres paroles. Et ainsi, en reformulant ceci, le braqueur se disait « oui, c'est pas lui qui essaye de me manipuler, c'est moi qui l'ai dit ». Et donc là, ce n'était plus lui qui se faisait manipuler, mais il rappelait simplement ce que le braqueur avait dit. Eh bien, nous, même si on ne traite pas avec des braqueurs, on va pouvoir utiliser cette technique pour convaincre, persuader plutôt nos prospects que leur objection est infondée. Exemple, imaginons que je suis dans un appel avec un prospect et que dans la phase de découverte, le prospect m'a dit « bah tiens, j'ai vraiment besoin de votre aide pour augmenter mes ventes parce que là, j'ai plus que 2 mois de trésorerie et ça va pas ». Et là, si le prospect me dit « bon écoutez, c'est très intéressant, recontactez-moi d'ici 6 mois », je vais pouvoir le reformuler ce qu'il a dit et lui dire « je peux, John, mais ne m'avez-vous pas dit que nous n'avions plus que 2 mois de trésorerie ?» Là, ce n'est plus moi qui essaye de le pousser, ce n'est plus moi qui essaye de le convaincre d'acheter, c'est lui qui... Je reformule ce que lui a dit. Et ça, c'est surpuissant. Et en général, ça peut carrément vous aider à réfuter l'objection potentielle. Autre objection, votre offre est beaucoup trop chère. John, ne m'avez-vous pas dit qu'aujourd'hui, vous dépensiez 3 fois plus pour des produits qui ne fonctionnent pas ? Vous voyez, la valeur de mon produit, finalement, elle est plus élevée que ce que je vous demande de payer. Et là, boum, ça peut complètement fonctionner. Donc, pensez qu'aujourd'hui, quand vous allez démonter les objections, quand vous avez la vraie crainte de votre prospect, reformulez tout simplement. La reformulation, c'est l'une des choses les plus puissantes que vous pouvez faire pour démonter une objection. Donc, la reformulation fait partie des 3 choses qui doivent sortir de votre bouche dans un appel de vente. Et la dernière chose, c'est tout simplement de raconter des histoires. En France, quand on dit qu'on raconte des histoires, c'est péjoratif. Aux États-Unis, quand on dit qu'on fait du storytelling, au contraire, c'est un métier hyper bien payé d'être storyteller. Et moi, je suis plus de cet avis qu'au contraire, les histoires, c'est l'une des meilleures façons de transmettre des émotions à notre audience. Les histoires, c'est le seul moment où vous pouvez apporter des éléments concrets à votre prospect. Et vous devez comprendre que les histoires sont surpuissantes. Je vous donne un exemple. Quelle est la différence entre un bic à 50 centimes et un Mont Blanc à 250 €? Les deux, aujourd'hui, font quasiment la même fonction. On peut écrire avec. Ok, ils ne sont pas forcément faits dans les mêmes matériaux, mais est-ce que ça vaut la différence de prix? Est-ce qu'on passe vraiment de 50 centimes à 230 € juste parce qu'il est un petit peu plus beau, parce qu'il est un peu plus résistant? Non. Aujourd'hui, la différence de prix s'explique tout simplement parce que les gens achètent des histoires. Quand vous achetez un Mont Blanc, vous avez dans le creux de votre main le poids de l'histoire que ce produit représente. Un produit qui a été porté par les plus grands présidents comme John Fitzgerald Kennedy, un produit qui est allé dans des films comme James Bond, et c'est le poids de cette histoire que vous avez entre les mains. Et si certains d'entre vous peuvent penser que c'est du bullshit, non, c'est scientifique. Dans votre cerveau, vous avez une glande qu'on appelle l'amygdale. Et l'amygdale, elle réagit alors à 200% à ces histoires. À partir du moment où elle entend des histoires, elle va sécréter plein d'hormones dans votre corps et vous allez vous sentir extrêmement bien. C'est pas pour rien aujourd'hui que quand on était petit, on aimait Père Castor. Père Castor, raconte-nous des histoires. Petite anecdote, moi aujourd'hui dans mes réseaux, quand je fais des vidéos sur les réseaux, j'ai vu une différence de dingue à partir du moment où j'ai arrêté de simplement donner des concepts marketing tels quels et que je les ai enrobés dans des histoires. Par exemple, je partage l'histoire du jus d'orange qui a été de base créé par un marketeur, ou même l'histoire des céréales. Quand on dit qu'il faut manger des céréales le matin, c'est quand même marrant parce que ça a été décrété par un journal, et le journal est signé par un certain Monsieur Kellogg's. C'est Monsieur Kellogg's qui a dit qu'il fallait manger des céréales le matin.
Eh ben, vous voyez, c'est une histoire. Et ça, je sais que vous en souviendrez parce que, en effet, je vous ai raconté une petite anecdote. Et vous allez pouvoir la raconter en dîner de famille. Vous allez voir, c'est toujours son petit effet. Et ça, les histoires, immédiatement, on les retient bien plus. Eh ben, ce que vous allez faire, quand votre prospect va vous sortir des objections, vous allez faire exactement la même chose. Ce que je vous encourage à faire, après cette conférence, ça va être de lister les différentes craintes que votre prospect vous formule. Vous allez voir, globalement, c'est toujours les mêmes. Moi, je sais que quand j'ai commencé à balayer les objections écran de fumée, je me suis rendu compte que, grosso modo, j'avais toujours les mêmes craintes qui revenaient. J'avais toujours les mêmes craintes, c'était toujours exactement les mêmes. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, boum, des histoires pour les contrer. On a même créé une méthode où on dit qu'on crée la poupée vaudou éthique de notre prospect. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il nous met une crainte A, on lui pique une aiguille B pour immédiatement annihiler, on va dire, cette crainte. Ce qu'on appelle la poupée vaudou éthique de notre prospect, parce qu'on est quand même éthique. Et pour vous donner un exemple, moi, quand je vendais de base des services pour aider les gens à obtenir des clients sur LinkedIn, il y a une objection qui revenait tout le temps. C'était, bon, écoutez Bastien, c'est hyper intéressant ce que vous me dites ou autre, je veux clarifier. Et en fait, je me rendais compte que sa crainte, c'était, bon, pour l'instant, j'ai pas encore une vision très claire de ma cible. Donc ce que je fais, c'est que je trouve ma cible, je sais à qui je veux m'adresser, et ensuite, à ce moment-là, je pourrais revenir vers vous parce que je sais que je pourrais tirer profit de votre accompagnement. C'est une objection que j'avais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, j'avais créé une aiguille que j'appelais l'aiguille de la sexologue. Je vous explique. Parce qu'à chaque fois que le prospect m'expliquait ça, je lui disais, écoutez John, je comprends, et pour être honnête avec vous, à mes débuts, moi aussi, je n'avais pas une vision très claire de ma cible que je voulais démarcher sur LinkedIn, et j'avais peur que ça me porte préjudice. Mais je me suis quand même lancé, et j'étais hyper surpris de voir que la première fois que j'ai fait cette campagne, la première cliente fut une sexologue. La première personne qui avait répondu positivement à mon annonce, c'était une sexologue. Et je vous jure que ce n'était pas la cible que je m'étais fait au départ. Mais finalement, quand cette sexologue a commencé à m'expliquer son métier, j'ai compris qu'en fait, elle ciblait des PDG. Au début, elle m'a fait peur, elle m'a dit « Je vais organiser des séminaires dans des chalets avec plein de PDG ». Je ne voulais pas participer à ça, moi. Et en fait, elle m'a expliqué que son métier était très lié à tout ce qui est management ou autre. Et donc, au final, on a fait une campagne LinkedIn pour cette sexologue et ça a cartonné. Ça a tout dégommé. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une campagne LinkedIn où j'ai ciblé que des sexologues. Et alors, je peux vous jurer que ça a été l'une de mes meilleures campagnes parce que les sexologues, il n'y a personne qui les démarche. Il n'y a personne qui se dit, tiens, je vais démarcher les sexologues pour proposer des séminaires dans des chalets. Et du coup, j'étais dans un océan bleu et j'ai fait un carton plein de ventes. Vous voyez, cette histoire, vous la retiendrez. Et cette histoire, elle me permettait de dégommer ces craintes. Elle me permettait de dégommer, et je peux vous jurer qu'il y a un nombre de mes prospects qui ont entendu cette histoire sur la sexologue, elle est devenue hyper connue. Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois que j'entends cette crainte, boum, j'ai plein d'autres histoires comme ça. Plein d'autres histoires. Plutôt que de dire, non, je peux vous jurer que votre cible, c'est super bien, parce que sur LinkedIn, on a un outil qui nous permet de cibler précisément. Ils s'en foutent. Par contre, l'histoire, ça peut les faire changer d'avis. Ainsi, mesdames et messieurs, l'idée, c'est que, à partir de maintenant, je veux que vous soyez que vos sens soient 100% aiguisés. Et que à chaque fois que le prospect vous sort une crainte, si vous n'avez pas une histoire à lui sortir, une anecdote, généralement, je vous conseille des vraies anecdotes, bien sûr, mais je suis sûr que déjà aujourd'hui, quand vous échangez avec des prospects potentiels ou autres, il y a sûrement des petites histoires que vous sortez de façon un petit peu naturelle, que vous sortez immédiatement. Notez-les. Et je veux que ça devienne systématique. Crainte A, histoire A. Crainte B, histoire B. Et comme ça, vous allez devenir inarrêtable parce que dès que votre prospect vous donnera cette objection, cette crainte, hop, directement, vous le rassurez avec une histoire. Ainsi, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'aujourd'hui, pour réfuter n'importe quelle objection en vente, première étape, vous devez clarifier. Vous devez clarifier pour comprendre quelle est cette objection écran de fumée qui me sort. Il faut l'enlever pour comprendre quelle est la crainte derrière. Si vous ne connaissez pas clairement la crainte, que vous n'avez pas une vision claire de ce qui le retient aujourd'hui d'acheter, jamais vous ne serez capable de le rassurer. Encore une fois, je dois y réfléchir ou autre, si vous essayez d'argumenter là-dessus, ayez l'image du gars qui essaye de tirer à la calache en essayant de choper une cible au hasard. Non, ça ne marchera pas. Donc, vous devez clarifier. Une fois que vous avez une vision claire de cette crainte,
vous allez discuter avec votre prospect. Vous allez discuter avec lui pour comprendre d'où lui vient cette crainte, pour comprendre mais pourquoi aujourd'hui il pense ça. Est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est fondé, est-ce que c'est infondé ou pas? Vous devez absolument avoir une image claire aujourd'hui. Et enfin, une fois que vous comprenez d'où vient cette crainte, si jamais vous pensez qu'elle est fondée, si jamais vous pensez aujourd'hui qu'en effet vous avez matière à l'accompagner, que sa crainte n'est pas fondée, alors vous allez pouvoir la démonter. Vous allez pouvoir reformuler certains de ses propos. Vous allez pouvoir essayer de lui raconter des histoires. Vous allez le rassurer pour lui montrer que son objection est fausse. Et donc, il va immédiatement revenir dans la vente et vous allez pouvoir continuer de vous rapprocher de la vente. Les amis, ce que je veux absolument que vous reteniez de cette conférence, c'est qu'aujourd'hui, vous devez absolument vous obliger à ne jamais laisser partir un prospect sans avoir eu une vision très claire de sa crainte. Vous devez absolument comprendre que la vente commence au premier non. C'est à partir du moment où le prospect va vous formuler sa première objection qu'on va voir ce que vous avez dans le ventre, qu'on va voir si vous êtes capable d'aller chercher des clients que vos concurrents ne sont pas capables d'aller chercher, qu'on va voir si vos collègues aujourd'hui méritent d'avoir plus que vous ou moins que vous. C'est à ce moment bien précis que vous allez réussir à décupler vos taux de conversion parce que vous serez capable de réfuter n'importe quelle objection qui peut être réfutée. Merci de m'avoir écouté.